Bonjour la famille, tente avec des histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Cliquez aussi généreusement sur le bouton j'aime, car cela représente énormément pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Amaraos se tenait devant une plaque commémorative modestement décorée, son regard s'attardant sur les lettres dorées en relief qui portaient le nom de Zané Mansa. Son cœur semblait lourd, comme s'il portait tout l'océan de chagrin en lui. Autour d'elle, des amis proches et quelques membres de la famille s'étaient rassemblés pour rendre hommage à l'homme que tout le monde croyait mort 3 ans plus tôt dans une explosion suspecte lors d'un voyage à l'étranger. Des bougies vacillaient dans la douce brise du soir, projetant une lumière chaude et dansante sur les visages en larmes des personnes venues lui rendre hommage. Tenant une seule rose blanche, Amara s'avança. Elle essaya d'ignorer le tremblement dans sa voix en disant « Zané, où que tu sois. J'espère que tu es en paix. » Elle hésita, laissant quelques larmes couler sur ses joues. Le souvenir de son rire, l'odeur de son parfum préféré, la chaleur de son étreinte, ces sensations ne l'avaient jamais vraiment quittée. Elle revenait encore plus intensément en ce 3e anniversaire. Shemika, sa meilleure amie et une avocate à la langue bien pendue, se tenait à ses côtés. Elle posa une main réconfortante sur l'épaule d'Amara. « C'est bon, dit-elle doucement, sentant la tempête qui faisait rage dans le cœur d'Amara. « Laisse tout sortir. » Les lèvres d'Amara tremblèrent en un triste sourire. Elle portait toujours la bague de fiançailles que Zané lui avait donnée, un symbole qu'elle refusait de retirer. La bague était simple mais pleine de sens, un élégant anneau d'or serti d'un unique diamant qui captait la lumière des bougies. Elle la tournait distraitement, se souvenant du jour où il lui avait demandé de l'épouser sous un flamboyant dans un jardin tranquille. Comme son cœur s'était envolé cet après-midi-là. Comme le temps avait semblé s'arrêter alors qu'il murmurait des mots de dévotion. Maintenant, 3 ans après que le monde l'ait cru mort, Amara ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose clochait dans la disparition de Zané. La culpabilité se mêlait à l'espoir. Se pourrait-il qu'elle s'accrochât si forte à son souvenir qu'elle refusait d'aller de l'avant? Ou y avait-il quelque chose de plus profond, un sentiment intangible qu'elle n'osait pas exprimer? Elle entendit le silence s'installer parmi la petite foule rassemblée pour la veillée. La sœur aînée de Zané, Sefike, récita un court poème, la voix tremblante de chagrin. Dans ce poème, elle parlait de la vie, de la mort, et des espaces intermédiaires où les souvenirs persistent. Des larmes tachaient le visage de Sefike alors qu'elle s'éloignait du micro. Amara sentit qu'il était temps de partir. Elle déposa délicatement la rose blanche au pied du mémorial. « Je t'aime » murmura-t-elle, une déclaration qui pour elle restait vraie malgré tous les détails manquants. Elle sentit une vague de finalité dans l'air. C'était peut-être l'univers qui lui demandait de vraiment dire adieu. Pourtant, au fond de sa poitrine, la lueur de l'incertitude ne s'éteignait pas. Alors que la veillée se terminait, les gens se dispersèrent, offrant à Amara des étreintes et de doux sourires. Shemika resta, son attention vive. Elle avait toujours été le plus grand soutien d'Amara, parfois sa voix de la raison, parfois sa complice. Ce soir, elle sentait que son amie était plus agitée que d'habitude. « Amara, » commença Shemika, d'un ton bas. « Je sais que tu en as assez d'entendre ça, mais il serait peut-être temps de le laisser vraiment reposer en paix. Tu t'accroches à une idée qui pourrait ne pas être réelle. » Amara inspira profondément, refusant de sangloter. « Je sais ce que tu dis, Tchi, mais disons qu'il y a eu des signes, d'étranges appels téléphoniques la nuit, ce sentiment que quelqu'un m'observe, des silhouettes fugaces dans la foule. Je ne suis pas folle. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est comme s'il était là. » Le front de Shemika se plissa d'inquiétude. Elle serra rapidement et de manière réconfortante l'épaule d'Amara. « Je suis là, quoi qu'il arrive. Ne restons pas dans cette rue. Il commence à faire sombre. » Elles se détournèrent de la plaque et de la faible lueur des bougies qui continuaient de vaciller. Dans l'esprit d'Amara, la question se répétait comme un pouls. Zané pouvait-il vraiment être parti? Le monde avait peut-être accepté sa mort, mais dans son âme, une braise d'espoir demeurait. 2 jours après la veillée commémorative, Amara était assise seule dans son salon, feuilletant un album photo. Chaque page semblait être un morceau de son cœur capturé dans le temps. Des photos d'elle et de Zané à la plage, lui faisant des grimaces en cuisinant, eux deux dansant au mariage d'un ami. Les images la poignardaient avec un regret nouveau, lui rappelant à quel point la vie pouvait être éphémère.
Les mots de Chemika résonnaient dans son esprit. Astérisque, il serait peut-être temps de le laisser vraiment reposer en paix. Astérisque, pourtant, Amara luttait avec le flot d'événements étranges qu'elle avait vécus. Depuis 1 an, quelqu'un appelait sur son téléphone tard dans la nuit, sans jamais parler, raccrochant toujours au moment où elle répondait. Ces appels survenaient à 2 ou 3 heures du matin. Elle les avait signalés à la compagnie de téléphone, mais la ligne remontait toujours à des numéros non enregistrés ou à des impasses. Puis il y avait les rêves, vifs, parfois terrifiants. Dans ses rêves, elle voyait Zané debout dans l'embrasure de la porte de sa chambre, la silhouette d'un homme à moitié dans l'ombre. Elle l'entendait murmurer son nom, ou le voyait essayer de la prévenir de quelque chose, mais elle se réveillait en sursaut avant d'en entendre plus. Elle s'asseyait droite dans son lit, les draps trempés de sueur, son cœur battant comme si elle avait couru un marathon. Enfin, il y avait ce sentiment indescriptible d'être suivie. Chaque fois qu'elle sortait, que ce soit pour faire les courses ou pour son travail à temps partiel au centre communautaire, elle sentait des yeux sur elle. Plus d'une fois, elle avait aperçu une silhouette dans un sweat à capuche, disparaissant derrière un bâtiment. L'imaginait-elle? Son esprit rationnel lui disait que c'était de la paranoïa alimentée par le chagrin. Son intuition lui murmurait tout autre chose. Cet après-midi-là, Chemika rendit visite au petit appartement d'Amara, entrant avec un double des clés. Elle posa un plat à gratin sur le comptoir, un geste d'attention. « Tu dois manger, dit-elle. Tu ne peux pas survivre uniquement avec du thé et des craquelins. » Amara esquissa un faible sourire. « Merci. » Chemika, vêtue d'un blazer impeccable car elle revenait d'une réunion avec un client, s'approcha d'Amara sur le canapé. Elle s'assit à côté de son amie, parcourant l'album ouvert. « Il me manque aussi, tu sais, dit doucement Chemika. Mais je m'inquiète aussi pour toi. Tu n'es pas sorti à un seul rendez-vous depuis qu'il est parti. » Elle s'interrompit, incertaine de devoir exprimer ses autres préoccupations. « Et ses appels la nuit. As-tu réussi à les tracer de nouveau ?» Une pointe de frustration ombragea les traits d'Amara. Elle serra les bords de l'album photo. « Il n'y a jamais de chance de les tracer, répondit-elle. Je continue d'espérer une réponse. Mais à chaque fois, c'est la même chose, le silence, puis un clic. » Chemika insista doucement. « Et tes rêves? Ils s'aggravent, n'est-ce pas? » Oui. Et je ne sais pas comment les interpréter, admit Amara. Parfois, j'ai l'impression de devenir folle. Parfois, je sens qu'il est vivant. Puis je pense, non, c'est insensé. Il est mort dans une explosion à l'étranger. La police a trouvé. Elle s'interrompit, ne voulant pas prononcer les mots. Astérisque des fragments de restes calcinés astérisque. C'était suffisant pour identifier Zané comme décédé, du moins c'est ce que les autorités avaient cru. Chemika prit la main d'Amara. On peut parler à quelqu'un, un conseiller, ou... Amara secoua la tête. J'apprécie, mais je ne suis pas prête. Elle regarda par la fenêtre, où la lumière du soleil de midi tombait durement sur la rue en contrebas. Mais, mon instinct me dit que quelque chose ne va pas. J'essaierai d'être prudente. Si tout est dans ma tête, alors je finirai par l'accepter. Mais s'il y a ne serait-ce qu'une chance sur 100 que Zané soit encore là. Chemika expira lourdement, ne sachant comment argumenter contre cela. D'accord, dit-elle. Mais promets-moi d'être prudente. Elle balaya le salon du regard, remarquant qu'Amara gardait encore toutes les affaires de Zané, ses vestes, sa guitare, même sa vieille tasse à café. Dans l'esprit de Chemika, Amara frôlait dangereusement l'obsession malsaine, mais l'amour est compliqué, et le deuil déforme la réalité. Elles restèrent assises en silence pendant un moment. Le calme n'était rompu que par le bourdonnement d'un climatiseur voisin. Dans ce silence, le téléphone d'Amara sonna, les surprenant toutes les deux. Elle le chercha à tâtons, le cœur battant, s'attendant à moitié au même appelant silencieux. Au lieu de cela, l'afficheur indiquait un numéro inconnu. Les mains tremblantes, elle répondit. « Allô ?» Sa voix tremblait. Il y eut un moment de grésillement, puis un bip familier. Pas de voix. Un autre bip. Puis un murmure étouffé qu'elle ne put distinguer. L'anxiété la rongeait. « Qui est-ce » demanda-t-elle. Mais la ligne se coupa. Chemika regarda son amie, les yeux remplis d'effroi et de pitié. « Amara, s'il te plaît, murmura-t-elle.
Tu dois tourner la page. Malgré sa peur, l'appel téléphonique enflamma une nouvelle détermination chez Amara. Elle devait découvrir la vérité, d'une manière ou d'une autre. Quelques semaines passèrent sans autre développement, et Amara tenta de calmer les émotions contradictoires qui tourbillonnaient dans son esprit. Elle mit plus d'énergie dans son travail au centre communautaire, organisant des collectes de dons pour les familles défavorisées. Le travail lui donnait un but au-delà de son angoisse personnelle. Un samedi après-midi d'août, Amara se retrouva dans un parc de la ville populaire, connu pour ses parterres de fleurs vibrants et ses allées sinueuses. C'était l'endroit parfait pour les familles et les couples. Le soleil filtrait à travers de grands jacarandas, peignant le sol de fleurs de lavande. Des enfants criaient avec excitation, se poursuivant. Des grands-parents nourrissaient les pigeons près de l'étang. Des couples se promenaient main dans la main, dégageant un sentiment de normalité réconfortant auquel Amara aspirait. Elle était là pour un petit événement de collecte de fonds, installant un stand pour recueillir des dons pour le programme pour enfants du centre. Shemika devait la rejoindre, mais avait été retardée au tribunal. Amara se tenait donc seule sous un auvent, expliquant l'initiative aux passants curieux. Alors qu'elle parlait à une femme des possibilités de bénévolat, un frisson soudain lui parcourut la peau. Ses mots faiblirent. Ses yeux se portèrent au-delà des bancs du parc, près d'une zone où de haut bordait une fontaine ludique. Un homme se tenait là, son profil partiellement obscurci par l'éblouissement du soleil et une casquette de baseball. Et dans ses bras, il berçait un bébé, un petit enfant aux cheveux bouclés. À côté de lui se trouvait une femme à la silhouette élancée et aux cheveux noirs et ondulés. Le temps sembla ralentir. L'homme se tourna légèrement, offrant à Amara un aperçu de son visage. Le souffle lui manqua. La mâchoire forte, la courbe douce de son front, la fossette sur sa joue qu'elle connaissait si bien. Se pourrait-il? Son cœur battait la chamade comme un oiseau pris au piège. Cet homme ressemblait exactement à Zané. Le même Zané qu'elle avait aimé. Le même Zané qui lui avait fait sa demande les mains tremblantes. Sa prise sur le presse-papier de don se relâcha, et il tomba, éparpillant des papiers. « Est-ce que ça va, madame ?» demanda la bénévole, tendant la main avec inquiétude. Amara enregistra à peine la voix. Elle balbutia, « Je dois y aller. » Elle abandonna son stand et traversa en courant le terrain herbeux. Ses yeux étaient fixés sur l'homme qui s'éloignait maintenant, le bébé en sécurité dans ses bras, la femme mystérieuse à ses côtés. La panique et une excitation écrasante rugissaient dans sa poitrine. Elle avait peur de le perdre dans la foule. Elle sprinta plus vite, ignorant les regards confus des autres visiteurs du parc. Chaque pas ressemblait à un coup de tonnerre, l'adrénaline parcourant ses veines. Au moment où elle atteignit la zone près de la fontaine, la silhouette de l'homme disparaissait derrière une haie. À bout de souffle, elle la contourna en trombe. Pour ne trouver qu'une parcelle de pelouse vide. Pas de bébé, pas de femme, pas d'homme. Disparu. Une vague de nausées désorientée la submergea. Zané, cria-t-elle, le nom arraché de sa poitrine comme un secret brisé. Des têtes se tournèrent. Quelques enfants la pointèrent du doigt, surpris. Mais personne ne s'avança. Personne ne répondit. Elle s'effondra sur un banc voisin, les jambes tremblantes, les larmes aux yeux. Elle cligna des yeux furieusement, essayant de donner un sens à ce qu'elle avait vu. Avait-elle eu une hallucination? Son esprit semblait fracturé, essayant de concilier l'impossibilité. Elle venait de le voir de ses propres yeux. Ou du moins, quelqu'un qui lui ressemblait trait pour trait. Luttant pour se ressaisir, elle sortit son téléphone, les mains tremblantes, et appela immédiatement Shemika. « Tchi » dit-elle. Sa voix tremblait de terreur et d'un espoir déconcerté. « Je l'ai vu. Je le jure, je viens de le voir. Là. Dans le parc. » À l'autre bout du fil, la voix de Shemika était teintée de scepticisme et d'alarme. « Amara, calme-toi. Qui as-tu vu ?» Sa gorge était sèche, les mots se brisaient. « Zané. J'ai vu Zané avec un bébé, et une autre femme. » Shemika marqua une pause, clairement incertaine de la manière de gérer cette admission. « Où es-tu maintenant ? » Au parc de la ville. Mais je les ai perdus. Elle regarda autour d'elle, ses yeux balayant la foule. Son monde tournait encore. Tchi, je ne suis pas folle. Je sais que c'était lui. C'était le même visage. Une longue pause, puis Shemika dit doucement, reste là.
j'arrive. Et tandis qu'Amara mettait fin à l'appel, son pouls tonnait dans ses oreilles. Pour la première fois en 3 ans, elle avait plus que des rêves ou des appels silencieux, une observation tangible. Pourtant, la question demeurait. Était-ce vraiment lui ou une création de son désespoir? Shemika arriva au parc environ 30 minutes plus tard. À ce moment-là, Amara avait fait plusieurs fois le tour du parc, scrutant chaque visage, regardant même derrière les stands de nourriture. C'était comme si l'homme, le bébé et la femme s'étaient évaporés. Shemika trouva Amara près de la fontaine, arpentant le sol avec anxiété. « Les as-tu revus » demanda-t-elle d'urgence. Amara secoua la tête, un tremblement dans les mains alors qu'elle faisait un geste autour d'elle. « J'ai regardé partout. C'est comme s'il n'avait jamais été là. » Shemika jeta un coup d'œil à la foule. « Amara, tu l'as juste vu de loin, n'est-ce pas? Aurais-tu pu te tromper ?» Elle essayait de garder un ton doux. Elle savait à quel point les émotions d'Amara étaient fragiles à ce moment-là. « Je sais ce que j'ai vu », répondit Amara avec un désespoir qui frisait le chagrin. Ils tenaient un bébé. Et il y avait une femme avec eux. Je n'ai pas pu m'approcher assez pour en voir plus. Un sentiment d'impuissance monta en elle. Mais il a disparu. Elles marchèrent ensemble, cherchant dans les coins du parc avec une anxiété croissante. Shemika interrogea quelques passants. « Avez-vous vu un homme portant une casquette de baseball et tenant un bébé » demandait-elle. Certains secouaient la tête. D'autres n'étaient pas sûrs. Personne n'offrit d'informations définitives. L'estomac d'Amara se tordit d'effroi à l'idée qu'elle ait pu avoir une hallucination. La qualité onirique de la rencontre. Tout semblait surréaliste. Elle se rappela la vague de chaleur lorsqu'elle avait d'abord reconnu son visage, suivi du choc qui avait presque arrêté son cœur. Ce moment avait été aussi réel que le sol sous ses pieds. Shemika suggéra, peut-être qu'il y a de la surveillance dans le parc. Ou peut-être que nous pouvons trouver des enregistrements des magasins locaux qui ont des caméras tournées vers le parc. L'idée donna à Amara une étincelle d'espoir, bien qu'elle doutât que le parc lui-même ait une couverture de sécurité complète. « Ça vaut le coup d'essayer », dit-elle. Après s'être renseignée auprès d'un responsable du parc, elles apprirent que les seules caméras dans la zone se trouvaient près de l'entrée et autour des toilettes publiques. Toutes deux avaient des panneaux indiquant « CCTV en opération ». C'était mieux que rien. Elles obtinrent le contact de la gestion des parcs de la ville et prévoyaient de faire un suivi. En fin d'après-midi, elles retournèrent toutes les deux à la voiture de Shemika. Le temps était devenu étrangement frais, le soleil caché derrière d'épais nuages. Dans la pénombre, Amara sentit le poids de la déception. Elle se souvint du bébé dans les bras de l'homme. Cela signifiait-il qu'il avait commencé une nouvelle vie, une nouvelle famille? Si c'était vraiment Anné, comment aurait-il pu l'abandonner si complètement et si facilement? Comme si elle lisait dans ses pensées, Shemika parla, ne tirons pas de conclusions hâtives. D'abord, nous confirmons si c'était lui, s'il y a un signe dans les enregistrements. Nous établirons un plan à partir de là. Amara hocha lentement la tête, les yeux remplis de larmes non versées. Elle était tiraillée entre l'espoir et un ressentiment naissant qu'elle ne comprenait pas tout à fait. S'il était vivant, pourquoi ne lui avait-il rien dit? Pourquoi mettre en scène une mort, disparaître pendant 3 ans, puis apparaître nonchalamment dans un parc avec une autre femme? Tchi, mon cœur bat la chamade, murmura Amara alors qu'elle s'éloignait en voiture. Une partie de moi veut croire qu'il est vivant, et une partie de moi est terrifiée de découvrir la vérité. Et ainsi, elles quittèrent le parc avec plus de questions que de réponses. Mais pour la première fois, Amara avait quelque chose de tangible, un visage qu'elle avait vu, un moment fugace qui brisait toutes les suppositions. Plus tard dans la soirée, Amara était seule dans son appartement, son dîner intact. Elle était assise à son bureau d'ordinateur, agitée et remplie d'une énergie anxieuse. Elle ne pouvait s'empêcher de rejouer la scène de l'homme qui ressemblait à Zané. Serrant les lèvres, elle tapa son nom dans un moteur de recherche pour la 1000e fois, mais avec une détermination renouvelée. D'innombrables fois au cours des 3 dernières années, elle avait parcouru Internet, les avis de décès, les publications sur les réseaux sociaux, les anciens articles mentionnant son nom. Son fiancé avait été assez connu dans certains cercles d'affaires, travaillant pour une entreprise spécialisée dans les solutions de technologie financière en Afrique de l'Ouest. Mais chaque recherche avait mené à plus de chagrin, aux mêmes références obsolètes, ou aux articles de presse sur l'explosion qui lui avait écouté la vie.
elle tapait des variations de son nom, le liant à des dates plus récentes. Elle essaya, Zané Mansa repéré vivant, Zané Mansa pas vraiment mort, Zané Mansa Ghana, Zané Mansa avec enfant, le genre de recherche frénétique que seul le désespoir peut produire. Page après page ne donnait aucun indice. Elle persista. Puis elle cliqua sur l'onglet Images et fit défiler, encore et encore. Son cœur s'accéléra alors que l'écran montrait de vieilles photos de leur fête de fiançailles, des photos aléatoires d'autres personnes nommées Zané. Jané. Juste au moment où ses yeux commençaient à brûler de monotonie, elle s'arrêta. Une image floue sur un fil de discussion d'un forum de potins attira son attention. L'éclairage était médiocre, et le visage de la silhouette était partiellement détourné. Mais quelque chose dans la posture, la forme de sa mâchoire, l'inclinaison de sa tête, lui parlait. Elle cliqua, et son écran se remplit d'un instantané granuleux d'un homme qui ressemblait fortement à Zané. Il semblait sortir d'un bâtiment la nuit, portant une casquette de baseball, la moitié de ses traits cachés. Elle fit défiler pour voir le texte d'accompagnement. Il était écrit, auteur anonyme, j'ai vu ce type près des anciens bureaux de la rue Malimba à minuit. J'ai pensé qu'il ressemblait à l'homme qui est mort il y a des années dans ce scandale d'explosion. Probablement juste un sosie au hasard. Hashtag flippant hashtag coïncidence, le souffle d'Amara se coupa. Elle vérifia la date du message. Il datait de 6 mois. Bien plus récent que toute mention officielle de Zané. Le bâtiment en arrière-plan lui semblait vaguement familier, mais pas assez pour qu'elle puisse l'identifier immédiatement. Rapidement, elle tenta de se connecter au forum pour envoyer un message à l'utilisateur. Le fil de discussion, cependant, était verrouillé et le compte de l'auteur original désactivé. Elle se pencha en arrière dans sa chaise, l'esprit tourbillonnant. Une vague d'adrénaline et de peur la parcourut. Astérisque il est vivant, astérisque la pensée pulsa dans sa tempe comme une sensation physique. Incapable de se contenir, elle appela Chemika, même s'il était presque minuit. Tchi, il y a ce message, une photo. Je jure que c'est lui, ou du moins ça lui ressemble tellement. Chemika, groggy et à moitié endormie, dit, envoie-le-moi. Je regarderai ça demain matin. Cette nuit-là, Amara ne put dormir. Elle resta assise près de sa fenêtre, les lumières de la ville vacillant comme des étoiles lointaines, imaginant les possibilités. S'il était vivant, pourquoi se cacherait-il d'elle? À moins qu'il ne soit en danger, ou qu'il ne veuille pas être retrouvé. Mais qu'en est-il de l'enfant et de la femme dans le parc? Chaque question se transformait en plus de confusion jusqu'à ce que l'épuisement l'emporte enfin un peu avant l'aube. Amara décida que la prochaine étape logique était de parler directement à la famille de Zané, sa mère et sa sœur, malgré le fait qu'elles avaient déjà organisé un service commémoratif et accepté sa mort 3 ans auparavant. Peut-être que, depuis, elles avaient découvert ou suspecté quelque chose. Elle organisa une visite sous le prétexte de déposer un objet personnel que Zané avait laissé à son appartement. C'était un dimanche après-midi quand elle entra dans la maison de la famille Mansa. Le grand salon était lumineux et aéré, rempli de photos de Zané de son enfance à l'âge adulte. Il y avait cependant un vide notable, là où sa présence animait autrefois la maison. La mère de Zané, Afia Mansa, accueillit Amara avec un doux sourire. C'était une femme élégante, portant les marques d'une vie qui avait connu à la fois des joies et des peines. « Ma chère Amara, c'est bon de te voir, dit-elle, la voix teintée de tristesse. Bien que j'aimerais que tu viennes plus souvent. » Amara lui offrit une étreinte polie. « Je sais. Je suis désolé. C'est juste, que ça a été difficile. » La sœur de Zané, Sefike, était assise sur le canapé, arborant une expression discrète. Elle fit un signe de tête en guise de salutation mais dit peu de choses. Dans les premiers mois après la mort de Zané, Sefike avait essayé d'être un soutien. Pourtant, à mesure que le temps passait et que la finalité de l'accident s'imposait, elle s'était éloignée. Sirotant son thé dans un fauteuil confortable, Amara se blinda et posa enfin la question qui lui pesait. « Avez-vous vu ou entendu quelque chose à propos de Zané qui vous ferait penser qu'il est peut-être encore en vie ?» Le bruit de la porcelaine heurtant la soucoupe fut fort dans le silence qui suivit. Afia fronça profondément les sourcils, posant sa tasse avec précaution sur la table basse. « Amara, ma chérie, nous avons déjà parlé de ça. Les autorités de ce pays ont confirmé. C'était lui. » Elle frotta l'alliance qu'elle portait encore, celle de son défunt mari. « Nous avons fait notre deuil. Nous l'avons pleuré. Nous devons l'accepter.
Le regard de Sefike se tourna vers Amara, une étrange tension dans ses yeux. Elle inspira comme si elle voulait parler, puis serra les lèvres fermement. Sa posture semblait mal à l'aise, comme si elle cachait quelque chose. Remarquant cela, Amara tourna son attention vers Sefike. « Sefa, s'il te plaît, dit-elle doucement. Je n'invente pas ça. Il y a eu des signes, une photo, des appels à des heures bizarres. J'ai vu un homme dans le parc. Il ressemblait exactement à Zané. » Sefike jeta un regard rapide et prudent à leur mère, puis secoua la tête avec un air de calme étudié. « Amara, nous l'avons perdu, dit-elle doucement. C'est naturel de le voir chez des étrangers. Ne te tourmente pas, la conversation semblait stérile, soigneusement répétée même. Un soupçon s'installa dans l'esprit d'Amara. Et vous, tante Afia? Pas d'appels étranges ou de messages? Personne qui aurait pu vous contacter à son sujet. Les mains d'Afia tremblèrent légèrement alors qu'elle les croisait sur ses genoux. Non. Nous n'avons eu aucun contact. Mais la femme plus âgée refusa de croiser le regard d'Amara. L'atmosphère dans la pièce était lourde de vérités non dites. Amara les connaissait assez bien pour reconnaître qu'elle cachait quelque chose, ou du moins l'enterrait si profondément qu'elle ne s'autorisait pas à le reconnaître. Elle posa la boîte des affaires de Zané sur la table basse. « J'ai apporté ça, dit-elle, la voix mesurée. De vieilles lettres, quelques vêtements que vous voudriez peut-être garder. » Elle hésita. « S'il vous plaît, si vous découvrez quoi que ce soit, ou si vous vous souvenez de quelque chose que vous ne m'avez pas dit, faites-le-moi savoir. Je vous en supplie. » Sefike déglutit difficilement, le front plissé. Elle hocha la tête mais resta silencieuse. Afia s'agita sur son siège. « Merci, Amara, dit-elle d'une voix sourde. Nous te le ferons savoir. » Amara se mordit la lèvre. Elle vit une lueur d'incertitude dans les yeux de Sefike, mais aucune confession directe. D'un signe de tête, elle partit, le cœur plus lourd qu'avant. Le sentiment qu'on lui barrait la route lui pesait. Astérisque, elles en savent plus qu'elle ne le laisse paraître. Astérisque, alors qu'elle s'éloignait en voiture, son téléphone vibra avec un SMS de Shemika. « Des nouvelles ?» Amara expira et répondit, « Elle me ferme la porte au nez. » Mais quelque chose cloche. De plus en plus convaincue qu'elle avait besoin d'une aide professionnelle, Amara contacta le détective Théo Agé, un enquêteur privé connu pour ses recherches méticuleuses et sa discrétion. Shemika avait déjà travaillé avec lui sur une affaire de fraude complexe et avait loué ses compétences. Elle rencontra Théo dans un simple restaurant en périphérie de la ville. Il arriva précisément à l'heure, un homme d'une quarantaine d'années aux yeux sérieux et au sourire chaleureux. Il portait un blazer sombre sur une chemise blanche impeccable, ressemblant plus à un universitaire soigné qu'à un détective bourru. « Mademoiselle Oz, dit-il poliment en tendant la main. Shemika m'a dit que vous me contacteriez. S'il vous plaît, appelez-moi Théo. Amara, répondit-elle en lui serrant la main. Elle remarqua sa poignée ferme mais douce. Son approche semblait respectueuse, un trait qu'elle apprécia immédiatement. Ils s'installèrent dans une banquette, commandèrent 2 tasses de thé et passèrent aux choses sérieuses. Avec un calme mesuré, Amara raconta tout. L'explosion il y a 3 ans, les restes identifiés, les appels téléphoniques suspects, la photo floue en ligne, et enfin l'observation dans le parc. Théo écouta attentivement, prenant parfois des notes dans un petit carnet relié en cuir. « Et vous êtes certaine que c'était lui dans le parc ?» demanda-t-il quand elle eut fini. Amara hocha la tête, la voix résolue. « Je ne le confondrai jamais avec quelqu'un d'autre. Je sais que ça semble fou, mais je jure que c'était lui. » Théo tapa pensivement avec son stylo. « Je vois que vous en êtes sûr. Parfois, cependant, nous voulons quelque chose si fort que notre esprit comble les vides. Je comprends ça, dit-elle en ravalant sa fierté. Mais c'est différent. Mon instinct insiste sur le fait que quelque chose d'autre se passe. Très bien, dit Théo. Je ne suis pas là pour douter de vous. Je suis là pour trouver la vérité. Commençons par les bases. Je vais voir si je peux accéder aux enregistrements des caméras de surveillance de ce jour-là au parc. Ensuite, nous examinerons les relevés téléphoniques, les antécédents de votre fiancé, ses finances, tout ce qui pourrait montrer un schéma. Quand pensez-vous pouvoir commencer? Immédiatement, répondit-il en offrant un signe de tête rassurant. Shemika a mentionné que vous receviez aussi des appels de harcèlement. Ce sont plus des appels silencieux que des menaces.
Mais oui, depuis presque 1 an maintenant. Théo griffonna des notes. Voyons si nous pouvons les tracer. J'ai des méthodes avancées. Il leva les yeux, la rencontrant avec un regard sympathique. Cela pourrait être accablant, mais je dois demander, êtes-vous préparé à ce qui pourrait sortir de cette enquête? S'il est en vie, ses raisons de rester caché pourraient être compliquées. Le cœur d'Amara s'emballa d'anxiété. J'ai besoin de savoir, dit-elle, la voix tremblante. Même si ça me détruit. Ne pas savoir est pire. Théo rangea son carnet, finissant son thé. Compris. Je vous tiendrai informé à chaque étape. Il fit glisser une carte de visite sur la table. Appelez ou envoyez un SMS à tout moment si vous vous souvenez de quelque chose qui pourrait être pertinent. Même des détails mineurs, comme s'il avait des relations inhabituelles, ou s'il voyageait fréquemment à certains endroits. Amara inspira lentement, luttant contre le tourbillon d'émotions dans son ventre. D'accord. Merci. Alors que Théo se levait, il offrit un dernier sourire calme. Une dernière chose. Avez-vous une photo récente de lui? Quelque chose pour m'aider à l'identification. Elle attrapa son sac à main et sortit une photo légèrement usée. Elle datait de leur fête de fiançailles, tous deux riant, les bras l'un autour de l'autre. Théo l'examina, puis la plaça soigneusement dans une pochette de protection. Je la garderai en sécurité. En le regardant partir, un sentiment d'élan s'alluma dans le cœur d'Amara. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit un optimisme prudent. Un enquêteur compétent était maintenant sur l'affaire. Et avec un peu de chance, elle était un pas plus près de comprendre les mystères entourant la mort présumée de Zané. Pendant que Théo commençait son enquête, Amara se retrouva submergée par les souvenirs de ses derniers jours avec Zané. Elle sortit même un vieux journal, lisant les entrées qu'elle avait griffonnées juste avant son voyage fatidique. Elle se souvint du jour de son départ. Ils avaient cuisiné du riz jollof ensemble, et Zané semblait agité. C'était plus que de simples appréhensions avant le voyage. Elle l'avait ignoré à l'époque, pensant qu'il était simplement anxieux à propos de l'affaire qu'il était sur le point de finaliser. Il l'avait embrassée pour lui dire au revoir en murmurant « Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. » Promis. Elle se rappela la froide terreur qui avait jailli dans sa poitrine à ces mots. Maintenant, ses souvenirs prenaient une teinte plus troublante. Son dernier message avait-il été soigneusement mis en scène? Elle se souvint de leur dernière conversation téléphonique la nuit avant sa mort supposée. Il avait parlé à la hâte, faisant référence à des détails étranges qu'elle n'avait jamais vraiment compris. Comment ça va là-bas, avait-elle demandé. Compliqué, avait-il chuchoté au téléphone, comme si quelqu'un pouvait écouter. Mais je vais gérer. Fais-moi confiance, d'accord? Bien sûr. Il marqua une pause. Je t'aime, Amara. N'en doute jamais. Elle avait souri, bien que la confusion rongeât les bords de son esprit. Je t'aime aussi. Le lendemain, elle reçut un appel frénétique. Il y avait eu une explosion. Zané était parmi les victimes. Le cauchemar avait commencé, engloutissant sa vie telle qu'elle la connaissait. Maintenant, en relisant les entrées de son journal, elle réalisa que la dernière note qu'elle avait écrite mentionnait que Zané était inhabituellement secret à propos de ses finances. Cela aurait-il pu être un signe avant-coureur? Le souvenir lui retourna l'estomac. Juste à ce moment-là, son téléphone sonna avec un message. C'était de Théo. Parlons. J'ai trouvé quelque chose. Êtes-vous libre demain? Le cœur d'Amara battait la chamade. Elle répondit rapidement, oui. Dites-moi l'endroit et l'heure. Elle ferma son journal, la peur et l'espoir se mêlant dans un puissant mélange. Qu'est-ce que Théo avait découvert exactement? Ils se retrouvèrent au même restaurant, mais cette fois Théo arriva avec une petite sacoche d'ordinateur. Amara remarqua l'expression intense dans ses yeux. Ils évitèrent les banalités. J'ai réussi à tracer des empreintes financières, dit Théo à voix basse, ouvrant son ordinateur portable. Les dossiers officiels de Zané Mansa se sont arrêtés il y a 3 ans avec une déclaration de décès. Cependant, j'ai creusé plus profondément et j'ai recoupé les registres bancaires mondiaux. Environ 6 mois après sa mort supposée, un nouveau compte a été ouvert sous un nom légèrement différent, Z Manson. Très proche de Z Mansa, je dirais. Amara sentit une bouffée de chaleur sous son col. Êtes-vous sûr que c'est lui?
Théo inclina l'écran de l'ordinateur portable pour lui montrer. Le compte est dans un autre pays, mais les détails d'identification correspondent de trop près pour être une coïncidence. Même date de naissance, même lieu de naissance. Cette nouvelle identité a également effectué quelques virements qui pourraient indiquer une vie financière continue. Son pouls battait dans ses oreilles. Donc, il est en vie. Vivant sous un nouveau nom, réussit-elle à dire, la voix tremblante de colère et de blessure. Théo hocha la tête, doux mais ferme. Il semble que oui. De plus, j'ai trouvé des images partielles du parc. Les caméras de la ville ont capturé une silhouette correspondant à votre description, tenant un bébé. Malheureusement, il ne fait jamais complètement face à la caméra, mais d'après le profil partiel, c'est cohérent avec l'homme sur votre photo. Amara serra les lèvres. Je le savais, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Il est vivant. J'ai également remarqué une référence répétée à une adresse dans ses dossiers financiers. Cela pourrait être une boîte postale ou une planque. Je continue de creuser. Abasourdi, Amara fixa l'écran, les lignes et les registres qui prouvaient la vérité. Le chagrin qui couvait depuis 3 ans menaçait maintenant d'éclater. Elle lutta pour garder son sang-froid, mais la tristesse et la fureur se livraient bataille dans sa poitrine. Merci, Théo, dit-elle finalement. Et maintenant ? Il ferma l'ordinateur portable. Nous continuons d'enquêter. S'il est vivant, nous devons savoir pourquoi il a simulé sa mort. Ce n'est pas exactement une décision anodine. Les gens font ça s'ils fuient quelque chose, ou pour quelque chose. Amara pensa à la conversation avec la famille de Zané. Faisait-il partie de la dissimulation ? Ou était-il tout aussi ignorant ? Elle laissa échapper un souffle tremblant. Je veux des réponses. Et je veux le voir. Théo offrit un signe de tête, posant une main réconfortante sur son épaule. Nous y arriverons, mais procédons avec prudence. S'il est allé jusqu'à prendre une nouvelle identité, il pourrait être impliqué dans quelque chose de dangereux. Le cœur d'Amara battait la chamade, les souvenirs de leur amour perdu s'en mêlant avec la connaissance douloureuse de la trahison. Aurait-il pu la quitter exprès ? La question pesait comme un poids écrasant, et elle réalisa que chaque pas vers la vérité pourrait lui briser le cœur un peu plus. En quelques jours, Théo compila un rapport préliminaire sur le passé de Zané. Amara était assise dans son petit bureau bien rangé, feuilletant les papiers. Plus elle lisait, plus le nœud dans son estomac se resserrait. J'ai découvert quelque chose d'intéressant, commença Théo en se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir. L'entreprise de Zané a fait face à des allégations de fraude majeure juste avant sa mort. Je parle de millions de dollars non comptabilisés. Certains employés ont été inculpés, mais après l'explosion, l'affaire a stagné. Les principaux suspects ont soit disparu, soit se sont présentés avec des alibis fragiles. Les autorités n'ont jamais officiellement accusé Zané. Mais il y a plus. Il pointa une section surlignée dans le rapport. Ces documents indiquent que peu de temps avant l'explosion, d'importantes sommes ont été siphonnées des comptes de l'entreprise vers des paradis fiscaux. Et devinez quelles informations d'identification protégées par mot de passe ils ont utilisées. Les yeux d'Amara s'écarquillèrent, sa bouche devint sèche. Celle de Zané. Théo hocha la tête d'un air sombre. Il semble que oui. Cela soulève la question, a-t-il mis en scène sa mort pour éviter des poursuites pénales ? Le cœur d'Amara se tordit. Elle avait connu Zané comme un homme chaleureux, attentionné et honnête. Mais aurait-elle pu être aveugle à son côté sombre ? Ou peut-être y avait-il une autre explication. Il semblait presque impensable que l'homme qu'elle aimait puisse orchestrer une fraude massive puis disparaître, la laissant avec une vie brisée. Savons-nous s'il est le véritable cerveau, ou s'il a été piégé, demanda Amara, la voix tremblante. Théo haussa les épaules. Nous ne le savons pas encore. Mais les preuves suggèrent fortement que Zané a au moins participé, ou a été fortement impliqué. Nous parlons de transferts de plusieurs millions de dollars. Ce n'était pas à petite échelle. Amara s'enfonça dans son siège. Elle se souvint de moments de leur relation où Zané semblait mal à l'aise à propos de son travail, mais il ne s'était jamais confié à elle sur des actes répréhensibles. Elle était secouée par la possibilité qu'elle ait été laissée dans l'ignorance pour une raison. C'est pour ça qu'il a disparu, murmura-t-elle. Pour échapper aux ennuis judiciaires ? L'expression de Théo s'adoucit. C'est la théorie principale. Les gens simulent parfois leur mort dans ces scénarios,
pour échapper à la capture et recommencer. Mais nous ne savons pas avec certitude. Il pourrait y avoir d'autres angles. Peut-être qu'il a été forcé, peut-être que des menaces ont été proférées. Nous ne pouvons pas tirer de conclusion hâtive. La douleur dans la poitrine d'Amara semblait presque insupportable. Cette nouvelle information menaçait d'éclipser le souvenir de Zané en tant que partenaire aimant qui lui avait promis une vie entière ensemble. Leur relation entière avait-elle été construite sur un mensonge? Ou avait-elle été réelle, pour qu'ils choisissent ensuite l'autopréservation plutôt que l'amour? Elle lutta pour garder le contrôle. Où allons-nous à partir d'ici? Demanda-t-elle en s'essuyant les yeux. Laissez-moi continuer à creuser, répondit Teyo. Il y a aussi un compte offshore dont on parle que je veux suivre. Si je le trouve, il pourrait nous mener directement à Zané. Amara déglutit difficilement, essayant de se calmer. Merci, murmura-t-elle d'une voix faible. En quittant le bureau de Teyo, chaque pas résonnait de doute. L'homme qu'elle avait pleuré et adoré aurait pu orchestrer une grande trahison. Pourtant, elle ne pouvait oublier son regard dans ce parc, berçant un bébé dans ses bras avec une douceur qui lui appartenait autrefois. Plus tard cette semaine-là, le détective Teyo informa Amara d'une piste cruciale. Une femme nommée Nadia avait fait surface dans ses dossiers, une ancienne employée de la même entreprise où travaillait Zané, et peut-être liée aux comptes offshore. Le même nom était apparu sur les listes de garderie près de la zone où Zané avait été aperçu. Shemika, armé de ses connaissances juridiques, suggéra qu'il tente une confrontation directe. Si cette femme est liée à Zané, nous pourrions enfin avoir notre lien, raisonna TL. Ils découvrirent une petite garderie en périphérie de la ville que Nadia visiterait. Le plan était qu'Amara se présente nonchalamment, espérant apercevoir Nadia. Teyo resterait en retrait, déguisé en passant ordinaire, prêt à intervenir si nécessaire. Shemika, quant à elle, attendait dans la voiture avec son téléphone prêt. Un matin qui promettait une chaleur torride à midi, Amara entra dans le hall joyeux de la garderie. Des murs peints de couleurs vives représentaient des animaux de dessins animés, et le son lointain des rires d'enfants filtrait. Elle s'approcha de la réceptionniste. « Bonjour, je suis intéressée pour peut-être inscrire ma nièce », mentit-elle doucement, le cœur battant. « Bien sûr », gazouilla la réceptionniste. « Nous avons une journée portes ouvertes la semaine prochaine, mais je peux vous faire une visite rapide aujourd'hui si vous le souhaitez. » Amara hocha la tête, feignant l'enthousiasme. Alors que la réceptionniste se tournait pour prendre des brochures, les yeux d'Amara balayèrent le petit groupe de parents et d'enfants qui attendaient ou prenaient des fournitures. Là, près de l'entrée de la salle de jeu, se tenait une femme vêtue d'un chemisier et d'une jupe chic, portant un sac de bébé. Elle avait des cheveux noirs et ondulés, et sa posture rayonnait d'assurance. Le souffle d'Amara se coupa. Astérisque ce doit être Nadia. Astérisque elle ressentit une secousse de reconnaissance instantanée. Elle ressemblait exactement à la femme qu'elle avait vue dans le parc à côté d'eux. Zané. Prenant son courage à deux mains, Amara s'approcha lentement. « Excusez-moi, dit-elle doucement. » Nadia se tourna, les yeux méfiants mais polis. « Oui, » répondit Nadia en serrant le sac de bébé plus près d'elle. Amara afficha un sourire amical. « Je pense inscrire ma nièce ici. »« Vous avez l'air d'être déjà venu, le recommandez-vous » L'expression de Nadia vacilla légèrement avant qu'elle ne force un signe de tête neutre. « C'est bien. L'enfant de mon ami va ici. »« C'est sûr. » De près, Amara décela une tension dans les yeux de Nadia. Avant qu'elle ne puisse insister, Nadia regarda autour d'elle et sembla devenir mal à l'aise. Soudain, la femme se tourna pour partir, comme si elle était effrayée. Le désespoir monta en Amara. « Attendez, je... » commença-t-elle, mais Nadia accéléra le pas, se dirigeant vers la sortie. « Astérisque non, tu ne t'en tireras pas comme ça cette fois. » Astérisque Amara la poursuivit, ignorant les regards surpris du personnel et des parents. Dans le parking, Nadia se hâta vers un SUV élégant. Amara se précipita. « S'il vous plaît, j'ai juste besoin de vous demander quelque chose. »« Connaissez-vous Zané Mansa » cria-t-elle. Nadia se raidit, les yeux brillants d'une lueur proche de la panique. Elle tâtonna pour déverrouiller sa voiture, mais Amara tendit la main, lui attrapant doucement le bras. « S'il vous plaît, » supplia-t-elle, les larmes menaçant de couler. « Dites-moi la vérité. Est-il en vie ?» Le visage de Nadia devint pâle. Pendant une fraction de seconde, elle sembla sur le point de dire quelque chose.
Mais ensuite, comme si elle se ravisait, elle se dégagea le bras. Vous devez vous tromper de personne, balbutia-t-elle en se glissant sur le siège du conducteur et en claquant la portière. Amara se précipita vers la fenêtre. Je vous ai vu avec lui dans le parc, cria-t-elle, la voix étouffée par la vitre. Qui êtes-vous? Les yeux de Nadia brillaient d'un mélange de peur et de culpabilité, mais elle ne dit rien. Elle démarra le moteur, recula rapidement et sortit du parking à toute vitesse. Amara resta là, haletante, les larmes coulant sur ses joues. Astérisque, elle a reconnu son nom. Astérisque, c'était une confirmation suffisante pour enflammer à la fois le chagrin et la détermination dans la poitrine d'Amara. Shemika se précipita, téléphone à la main. Ça va? C'était elle? Amara essuya ses larmes du dos de sa main. Oui, elle sait quelque chose. Elle a paniqué quand j'ai mentionné le nom de Zané. De loin, Théo s'approcha, ayant été témoin de la confrontation. Nous la retrouverons, dit-il calmement, essayant de calmer le corps tremblant d'Amara. Je vous le promets. En quittant la garderie, les pensées d'Amara brûlaient avec l'image du visage terrifié de Nadia. Astérisque, elle connaît la vérité. Astérisque, la question était de savoir pourquoi elle avait si peur de parler. Ce soir-là, Théo appela Amara avec des nouvelles urgentes. Nadia travaillait pour l'entreprise de Zané, comme nous le suspections, dit-il au téléphone. Mais elle était plus qu'une simple employée. Elle faisait partie du département financier. J'ai un contact dans la division de l'audit qui a laissé entendre que Nadia aurait pu faire partie du prétendu stratagème de fraude. Amara écouta, le cœur lourd de tristesse et d'un sentiment croissant de trahison. Donc, ils auraient pu être partenaires dans le crime, marmonna-t-elle, les yeux se portant sur la vieille guitare de Zané dans le coin de son salon. Elle ne pouvait concilier l'homme doux et attentionné qu'elle aimait avec la possibilité qu'il se soit livré à des activités criminelles. La voix de Théo était calme mais insistante. C'est une possibilité. Mais mon contact a également suggéré que Nadia est devenue lanceuse d'alerte à un moment donné. L'histoire est trouble. Elle a peut-être essayé de faire ce qui était juste, puis s'est retrouvée prise dans ce que Zané préparait. Le pouls d'Amara s'accéléra. Si elle a essayé de sonner l'alarme, alors peut-être que l'explosion était une dissimulation, elle s'interrompit, incertaine de jusqu'où cette conspiration pouvait aller. Exactement, dit Théo. Mais nous n'avons toujours pas de preuves. Je vais voir si nous pouvons confirmer son implication via des registres officiels ou des communications internes. Si nous trouvons une trace numérique, nous aurons quelque chose de plus solide. Amara s'enfonça dans son canapé, serrant un coussin. Elle se demanda, Zané faisait-il plus confiance à Nadia qu'à elle? L'idée la piqua. Pendant des années, elle avait cru être l'amour de sa vie. Maintenant, elle l'imaginait conspirant peut-être avec une autre femme, ou du moins forgeant un nouveau lien qui rendait Amara sans importance. Elle entendit la voix de Théo au téléphone. Ne perdez pas espoir. Nous obtiendrons la vérité. Mais il semble de plus en plus qu'il ait délibérément organisé cette disparition. La réponse d'Amara fut creuse. D'accord. Elle fixa l'ombre vacillante que sa lampe de table projetait sur le mur. Je dois savoir pourquoi. C'est tout ce qui me fait tenir maintenant. Ils mirent fin à l'appel, et Amara resta assise dans un tourment silencieux. Elle sentait sa vieille vie se défaire sous ses yeux. Qu'est-ce qui était réel, et qu'est-ce qui était faux? Des semaines passèrent tandis que Théo creusait plus profondément. Shemika apporta son expertise juridique chaque fois que possible, aidant à naviguer dans les complexités de la criminalistique financière. Puis, un après-midi tardif, Théo demanda une réunion urgente à son bureau. Amara arriva pour le trouver assis à son bureau, une lueur triomphante dans l'œil. « Je l'ai trouvé », dit-il sans préambule. Un compte offshore considérable aux Caïmans, ouvert juste 3 semaines avant le voyage de Zané sous le nom de ZM Holdings. Le bénéficiaire? Une société écran liée à la fois à Zané et à Nadia. Le souffle d'Amara se coupa. Elle fixa l'écran affichant des documents, des numéros de routage, des journaux de transfert. Les sommes impliquées étaient stupéfiantes. Des millions de dollars déplacés par tranche sur quelques jours menant au départ de Zané. Cela prouve qu'il avait les moyens, continua Théo, la voix empreinte de tension. Il a probablement mis en scène l'explosion, simulé sa mort pour éviter des poursuites pour détournement de fonds ou fraude. Il a ensuite coupé les ponts, vous laissant, ainsi que tout le monde, croire qu'il était parti.
Je suppose que lui et Nadia ont utilisé cet argent pour recommencer à zéro. Le choc et le chagrin nouèrent la gorge d'Amara. Pendant tout ce temps, elle s'était accrochée à l'idée que la mort de Zané aurait pu être une issue forcée ou le résultat d'un tragique malentendu. Maintenant, les preuves froides suggéraient une évasion délibérée. Une qui la faisait tout remettre en question. Elle parla d'une voix hésitante, les larmes menaçant de couler. Il m'a laissé porter sa bague, le pleurant chaque jour. Pendant qu'il partait avec une autre femme, se construisait une nouvelle vie avec de l'argent volé. Théo posa doucement une main sur son épaule. Je suis désolé. Je sais à quel point cela doit être douloureux. Son esprit se tourna vers le bébé dans le parc. Cet enfant. Était-ce leur enfant? La simple pensée lui retourna l'estomac. Elle essaya de calmer sa respiration. Je dois le confronter, dit-elle, la colère couvant sous sa dévastation. Il ne peut pas s'en tirer comme ça. Théo hocha la tête. Je travaille avec Chemica pour voir si nous pouvons impliquer les autorités, mais nous avons besoin de preuves plus directes le plaçant sur les lieux. Et nous devons le trouver physiquement. Les enquêtes pour fraude sont compliquées. Il vaut mieux que nous puissions le prendre sur le fait, comme en train d'essayer de déplacer des fonds ou de créer un autre compte. Cela pourrait donner à la police assez pour le coincer. Les larmes d'Amara brouillèrent sa vision, mais elle serra les lèvres, la détermination se forgeant dans sa poitrine. Elle avait passé 3 ans à pleurer un homme qui l'avait peut-être exploité. S'il pensait pouvoir rester caché dans l'ombre pour toujours, il se trompait. Tard une nuit, incapable de dormir, Amara fouilla dans de vieilles boîtes d'affaires de Zané. Elle déchira les rabats scotchés, cherchant un nouvel indice qu'elle aurait pu manquer. C'est alors qu'elle le trouva, un petit journal relié en cuir, rangé dans une boîte à chaussures. Elle le reconnut comme quelque chose dans lequel il griffonnait de temps en temps, mais elle n'y avait jamais vraiment prêté attention. Assise sur le sol de sa chambre, le silence épais autour d'elle, elle feuilleta soigneusement les pages. Au début, c'était banal. Des notes sur des réunions d'affaires, des griffonnages aléatoires sur des détails de voyage. Puis, plus loin dans le carnet, elle trouva des entrées faisant allusion à un plan pour disparaître. Doit finaliser les détails avec N. Elle insiste sur le timing. Inquiet de laisser A derrière. Elle ne mérite pas ça. Mais je ne vois pas d'issue si je reste. Je dois faire ça pour survivre. Astérisque, son cœur battait la chamade. Des larmes traçaient des chemins sur ses joues alors qu'elle lisait les propres mots de Zané. Il avait collaboré avec Nadia. Il savait qu'il disparaîtrait. Il avait même exprimé sa culpabilité de blesser Amara. Pourtant, il ne s'était jamais confié à elle ni ne lui avait demandé son aide, comme si son amour n'était pas suffisant pour l'ancrer. Enfin, près de la dernière page, elle trouva une note surprenante. N. Prétend être enceinte. Cela complique le plan. Mais peut-être que c'est pour le mieux. Si nous recommençons, autant prendre un nouveau départ. Je déteste devoir trahir A comme ça. Je n'ai jamais eu l'intention de tomber amoureux de N. Mais c'est arrivé. Astérisque, Amara sentit son âme se briser. Le bébé dans le parc. Son bébé avec Nadia. Une vérité inéluctable maintenant griffonnée à l'encre noire. Elle laissa le journal glisser de ses mains, comme s'il l'avait physiquement brûlé. La réalisation l'inonda. Zané avait choisi une voie. Une voie illicite, égoïste, peut-être désespérée. Et ce faisant, il l'avait laissée avec les cendres d'un avenir qu'ils avaient autrefois prévu de partager. Armée des connaissances du journal de Zané, Amara partagea les révélations avec Chemica et Théo. Elle soupçonnait que Nadia pourrait encore fréquenter certains endroits liés à la garde d'enfants ou aux finances. Et si c'était le cas, une surveillance pourrait révéler où se trouvait Zané. Ainsi, un après-midi, Chemica attendit discrètement dans sa voiture devant un bâtiment anodin réputé être un lieu sûr pour les familles d'un certain cercle. Elle était là depuis près de 2 heures quand elle vit une silhouette sortir. Nadia, portant le même sac de bébé, sauf que cette fois, le bébé était perché sur sa hanche. Le pouls de Chemica s'accéléra. Elle suivit prudemment Nadia, s'assurant que sa voiture restait discrète alors que Nadia partait. Elles traversèrent des rues sinueuses, atteignant finalement une résidence fermée. Nadia se gara. Une autre silhouette sortit d'une porte pour l'accueillir, et bien qu'il se tint à distance, Chemica le reconnut sur les photos. Zané. Il étreignit Nadia et tint le bébé. Du point de vue de Chemica,
elle ressentit un choc mêlé de colère. À ce moment-là, elle prit une série de photos avec son téléphone portable. Le visage de Zané était suffisamment clair pour être une preuve indiscutable qu'il était en vie. La main de Shemika trembla alors qu'elle envoyait un texto à Théo et Amara, observation confirmée de Z. Il est avec Nadia et le bébé dans une maison fermée près du vieux quartier ouest. Nous vous tiendrons au courant. Un plan tendu se forma au cours des jours suivants. Théo déconseilla de prendre d'assaut la résidence à l'improviste, étant donné les risques potentiels. Mais Amara était résolue. Elle avait besoin de regarder Zané dans les yeux et d'exiger une explication. Armée de la présence de Théo à proximité, Amara trouva son courage. Elle attendit de voir Nadia quitter la résidence seule, une fenêtre parfaite. Puis, le cœur dans la gorge, elle se dirigea vers le portail, appuyant sur la sonnette. Quelques instants plus tard, le portail s'ouvrit légèrement. Là se tenait Zané Mansa, bien vivant. Son expression passa de la curiosité désinvolte au choc absolu et à l'effroi. Il recula en chancelant. À Amara, croassa-t-il. Elle le fixa, ressentant une vague de rage, de trahison et de chagrin. Sa voix tremblait. « Tu m'as abandonné, dit-elle, les larmes tachant ses joues. Tu m'as laissé croire que tu étais mort, Zané. 3 ans. Pourquoi ?» Il avait l'air acculé, cherchant ses mots. « Je pensais que c'était la seule solution, balbutia-t-il, la guidant à l'intérieur de la résidence pour éviter les regards indiscrets. Une fois dans une cour isolée, il tenta de se ressaisir. Il y avait des menaces, des allégations. L'effondrement de l'entreprise, je ne voyais pas d'issue. Amara ricana à travers ses larmes. Alors, tu disparais. Tu laisses ta fiancée pleurer ta mort pendant que tu t'installes une nouvelle vie avec Nadia, avec un bébé en prime. Les yeux de Zané s'agitèrent, un regard hanté sur son visage. Je jure que je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je n'avais pas prévu de tomber amoureux de Nadia. J'essayais d'échapper à la corruption qui menaçait ma vie. Échapper ? Tu as volé des millions, dit-elle, la voix s'élevant. Tu es un criminel, Zané. Tu. Elle s'étouffa, la colère se mêlant au chagrin. Je t'ai tout donné. Ses yeux se remplirent de regrets. Je sais. Et je suis désolé. J'étais désespéré. Des gens voulaient me faire porter le chapeau pour la fraude. J'ai réalisé que d'autres allaient m'utiliser comme bouc émissaire. Je n'avais pas d'autre choix que de fuir. La poitrine d'Amara se serra. Tu as toujours eu le choix. Tu n'étais pas obligé de me trahir. Tu aurais pu me demander de l'aide, me dire quelque chose. Mais au lieu de ça, tu m'as laissé croire que tu étais mort. As-tu la moindre idée de ce que ça m'a fait ? Il se couvrit le visage de la main. Je suis désolé. Je sais que c'est impardonnable. Mais je ne pouvais pas risquer de t'entraîner dans mes ennuis. Puis Nadia est arrivée. Elle avait des relations, savait comment disparaître. Et elle était enceinte. Il ferma les yeux, la culpabilité gravée sur chaque ligne de son visage. Leur voix résonnait doucement dans la cour. Les oiseaux gazouillaient au loin, un contraste troublant avec le carnage émotionnel qui se déroulait. Amara prit une profonde inspiration tremblante, les larmes coulant. L'image de lui berçant le bébé dans le parc lui revint en mémoire. Alors tu l'as choisi, elle ? La posture de Zané s'effondra. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, murmura-t-il. J'allais te contacter. Finalement. Mais ensuite elle a eu le bébé, et tout est devenu compliqué. Compliqué. Répéta Amara amèrement. Je n'arrive pas à te croire. Avant que Zané ne puisse répondre, le portail d'entrée grinça en s'ouvrant. Ils se tournèrent tous les deux pour voir Théo entrer, téléphone à la main. Les yeux de Zané s'écarquillèrent. Qui est-ce ? Amara se ressaisit. Un détective. Je ne suis pas seul ici. La panique éclata dans l'expression de Zané. Amara, tu dois écouter. On peut régler ça. Parlons en privé. La dernière chose que je veux, c'est des ennuis avec la justice. Elle sentit une montée de colère. Tu aurais dû y penser avant de me briser. Alors que la confrontation se poursuivait, Théo s'avança. Monsieur Mansa, dit-il froidement. Amara ose m'a engagé pour enquêter sur votre mort présumée et ses anomalies financières.
Nous savons que vous avez orchestré la fraude, ou du moins y avez participé. Voulez-vous vous expliquer? Le regard de Zané passa nerveusement de Théo à Amara. Oui, j'admets que j'ai mis en scène ma mort pour éviter d'être piégé. Théo haussa un sourcil. Éviter d'être piégé, ou éviter la responsabilité de votre propre rôle? Zané se passa une main sur le visage, l'agitation dans sa voix. Vous ne comprenez pas. Il y avait un plus gros joueur dans l'entreprise, le vrai cerveau. Il m'a menacé. J'ai aidé à siphonner des fonds au début, mais j'ai ensuite réalisé les conséquences. Il m'a dit que si je ne disparaissais pas, je prendrais tout sur moi, et Amara aussi. Il déglutit difficilement. Alors j'ai organisé l'explosion, utilisé les restes de quelqu'un d'autre, et je me suis. Elle s'enfuit. Et à la mention des restes de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelqu'un d'autre est mort à ta place. Les yeux de Zané se remplirent de remords. J'ai payé quelqu'un pour arranger de fausses preuves afin que les enquêteurs croient que les restes étaient les miens. Ils ont utilisé un corps de la morgue, non réclamé. Je sais que c'est horrible, mais j'avais peur pour ma vie. Je ne pensais pas avoir le choix. Son estomac se souleva de dégoût. Elle lança un regard frénétique à Théo. Il arborait une expression sombre, comme s'il avait soupçonné que quelque chose de ce genre pourrait être le cas. Donc vous avez piégé une victime inconnue pour couvrir votre fuite, dit Théo calmement. La voix de Zané se brisa de honte. Oui. Et puis j'ai fui avec Nadia. Elle avait les relations. Et nous sommes tombés amoureux. Elle était enceinte. Je ne pouvais pas abandonner mon enfant. La tension était suffocante. Amara, et moi, Zané? Pourquoi ne pas me prévenir ou au moins m'expliquer? Je t'aurais aidé. Il la regarda, les yeux nageant dans le regret. Je ne pouvais pas t'entraîner dans une vie de fuite. Je croyais que si tu pensais vraiment que j'étais parti, tu serais en sécurité. Si les vrais criminels pensaient que j'étais mort, ils ne s'en prendraient pas à toi. Il marqua une pause, la voix tremblante. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Mais je suis tombé amoureux de Nadia aussi. C'était peut-être un mécanisme de défense. J'étais perdu, seul. Elle était là. L'esprit d'Amara tourbillonnait, aux prises avec cette confession tordue. Zané avait peut-être été en partie une victime, mais il l'avait quand même trompée de la manière la plus cruelle possible. Et même maintenant, il semblait qu'il justifiait ses péchés plutôt que de les assumer vraiment. Avant qu'elle ne puisse parler, Théo intervint. Ce n'est toujours pas une excuse pour simuler votre mort, siphonner des millions et laisser vos proches souffrir pendant 3 ans. Nous avons suffisamment de preuves pour vous traduire en justice. Je vous conseille de coopérer. Le visage de Zané pâlit, la sueur perlant sur son front. Amara, plaida-t-il doucement, ignorant Théo un instant. S'il te plaît, ne me dénonce pas. Si tu le fais, les gens qui m'ont menacé pourraient s'en prendre à toi aussi. Elle lui cracha les mots, l'amertume alimentant son courage. Tu as perdu le droit de me demander quoi que ce soit le jour où tu as mis en scène ta mort. Zané, visiblement secoué, s'effondra sur une chaise en fer forgé dans la cour, enfouissant son visage dans ses mains. Il savait que le poids des preuves était contre lui. Ne voyant aucune issue facile, il leva les yeux vers Amara, le désespoir brillant dans ses yeux. Amara, dit-il doucement. Tu mérites une compensation pour tout ce que je t'ai fait subir. Laisse-moi te donner une part des fonds. Tu peux t'en aller avec assez d'argent pour changer ta vie. Tu n'es pas obligé de me dénoncer. La bouche d'Amara s'ouvrit. Astérisque il essaie d'acheter mon silence, astérisque la trahison se tordit dans ses entrailles. Tu penses que tu peux réparer ça avec de l'argent, siffla-t-elle. La douleur brute dans sa poitrine menaçait de la submerger. S'il te plaît, continua-t-il. J'ai déjà déplacé certains actifs. Je peux transférer une part importante sur un compte à ton nom. Tu pourras en faire ce que tu veux. Recommencer à zéro. C'est le moins que je puisse faire. Théo se tenait à côté, l'expression tendue. Il jeta un coup d'œil à Amara, attendant de voir sa réaction. Elle sentit un tourbillon d'émotions contradictoires, la fureur, le chagrin, et un étrange sentiment de pitié pour l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Zané, dit-elle, la voix tremblante. Ton argent volé ne m'intéresse pas. Et si tu penses que ça peut guérir 3 ans de tourments, tu es délirant.
Tu m'as fait vivre un cauchemar éveillé. Il serra les poings, sa voix se brisant. Alors aide-moi à réparer ça. Je ne veux pas passer ma vie en prison, ou pire, être traqué par les vrais criminels. On peut trouver une solution. Son cœur battait la chamade. Elle se souvint de l'amour qu'ils avaient partagé et des rires des jours meilleurs, mais le souvenir ne fit qu'aiguiser son sentiment de trahison. Je ne te fais plus confiance. De retour à l'appartement de Chemika, le trio, Amara, Chemika et Théo, élabora un plan. Le chagrin était presque écrasant pour Amara, mais elle se força à se concentrer. Zané veut me donner une part des fonds cachés, dit-elle calmement. Nous pouvons utiliser ça pour lui tendre un piège, lui faire croire que j'envisage vraiment un accord. Chemika sirota son café en hochant la tête. Exactement. Nous pouvons nous coordonner avec la police locale pour surveiller le transfert. S'il tente de déplacer l'argent volé, ce sera notre preuve principale. Théo ajouta, nous devrons procéder avec prudence. Zané est manifestement capable d'orchestrer des plans élaborés. La dernière chose que nous voulons, c'est qu'il ait vent de l'affaire et s'enfuit à nouveau. Les yeux d'Amara vacillèrent de douleur. Je déteste en être arrivé là, mais on ne peut pas le laisser continuer à vivre ce mensonge. Ou à me mentir. Elle jeta un coup d'œil à Chemika, les larmes montant. Merci de m'avoir soutenu à travers tout ça. Chemika lui serra doucement la main. Nous sommes dans le même bateau. Il ne peut pas continuer à te faire du mal, ni à personne d'autre. Malgré le conflit moral qui bouillonnait en elle, Amara se blinda. Elle savait que l'opération d'infiltration était le seul moyen d'assurer la justice, et de se libérer enfin des chaînes de l'incertitude. Ils organisèrent une rencontre avec Zané dans un lieu neutre, un café tranquille situé dans une partie moins fréquentée de la ville. Chemika et Théo travaillèrent avec les autorités en secret. Des officiers seraient à proximité, prêts à intervenir une fois que Zané aurait initié le transfert d'argent ou reconnu ses crimes. Amara arriva en avance, le cœur battant dans sa poitrine. Elle portait une oreillette discrète connectée à Théo, qui attendait dans une voiture garée à l'extérieur, avec un détective de la police locale. Le café était calme, une musique de jazz jouant doucement en arrière-plan. Zané entra, vêtu d'une chemise boutonnée et d'un air de détermination nerveuse. Il balaya la pièce du regard avant de s'asseoir en face d'Amara. « Je suis content que tu sois venu, dit-il, la voix tremblante. J'avais peur que tu ne viennes pas, Amara força un sourire crispé. J'ai besoin de tourner la page. Si tu peux me donner une compensation et me tenir à l'abri du danger, j'envisagerai de me taire. Le mensonge avait un goût amer sur sa langue, mais il était nécessaire. Il hocha rapidement la tête, sortant un ordinateur portable de son sac. Je peux virer un demi-million tout de suite, pour commencer. Une fois que tu l'auras, on pourra discuter davantage. J'ai juste besoin que tu jures que tu ne me dénonceras pas. Les autorités ne croiraient pas mon histoire, et les vrais criminels s'en prendraient à moi s'ils savaient que j'étais en vie. Ravalant son dégoût, Amara se pencha en avant. Je promets. Elle força son regard à prendre une apparence de sincérité. Faisons-le. Zané expira, le soulagement vacillant momentanément dans ses yeux. Il ouvrit son ordinateur portable, tapant rapidement. Amara vit des lignes de code, des instructions de transfert. Dans l'oreillette, la voix de Théo murmura doucement. On a ça en vidéo. Restez prête. Des perles de sueur pointaient sur le front de Zané alors qu'il terminait les dernières étapes. Voilà, dit-il en levant les yeux. Tu devrais le voir sur ton compte d'ici quelques minutes. Amara attendit, son téléphone posé sur la table. Elle fit un petit signe de tête, feignant l'acceptation. En dessous, son cœur souffrait. Toutes les illusions qu'elle avait eues à son sujet étaient brisées. L'homme qu'elle avait autrefois aimé de toute son âme était un criminel, acculé par la vie qu'il avait choisie. Puis, comme prévu, Théo entra dans le café, accompagné de 2 officiers en civil. Les yeux de Zané s'écarquillèrent d'horreur. « Amara, qu'est-ce que c'est ?» Elle se leva, la voix épaisse d'émotion. « La justice. » Zané bondit, manquant de renverser la table. Mais les officiers s'avancèrent en douceur, bloquant toute fuite. Un officier montra un badge, la voix calme mais ferme, « Zané Mansa, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, détournement de fonds et complot en vue de commettre une usurpation d'identité. Nous avons la preuve d'un plan de mort frauduleuse.
Veuillez placer vos mains derrière votre dos. Nadia, qui n'était pas au courant du coup monté, se précipita quelques instants plus tard, alertée par un message de Zané. Elle se tenait sur le seuil du café, les yeux écarquillés de panique. Avant qu'elle ne puisse parler, Théo l'identifia également aux officiers. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Nadia leva les mains en un geste de soumission. « C'est moi que vous voulez, dit-elle, les larmes aux yeux. J'ai tous les documents. Je collaborais avec les autorités depuis le début. Zané était le principal suspect. Je leur fournissais des preuves après qu'il m'ait forcé la main. » Zané se figea, le choc peignant son visage. « Nadia, quoi ?» Elle le regarda avec un mélange de regret et de ressentiment. « Tu crois que je voulais faire partie de tout ça? J'ai essayé de me protéger, moi et mon enfant. Mais tu ne m'as laissé aucun choix. » Amara recula, stupéfaite par ce nouveau rebondissement. Nadia avait apparemment coopéré avec les forces de l'ordre depuis le début. Zané la foudroya du regard, une fureur brisée assombrissant ses traits. « Tu m'as piégé, cracha-t-il. Nadia trembla, les larmes coulant sur ses joues. « Non, Zané, tu t'es piégé toi-même quand tu m'as forcé à t'aider à blanchir de l'argent et à simuler ta mort. J'ai dû faire un choix pour l'avenir de mon bébé. J'ai remis les dossiers il y a des semaines. » Les officiers emmenèrent Zané menottée, lui lisant ses droits. Nadia, toujours en larmes, fut emmenée à part pour être interrogée. Elle ferait probablement face à des accusations aussi, bien que sa coopération pourrait réduire sa peine. Amara regarda l'homme qu'elle avait aimé être escorté dehors, son cœur une tempête tourbillonnante de tristesse, de soulagement et d'incrédulité. Même à ce moment-là, Zané lui jeta un regard désespéré, comme s'il cherchait le pardon. Elle détourna les yeux, les larmes piquant ses yeux. Il avait détruit la vie dont ils avaient autrefois rêvé. Le processus judiciaire s'étendit sur des mois. Amara se retrouva convoquée comme témoin clé, son témoignage crucial pour confirmer que Zané avait simulé sa mort et commis une fraude. Elle s'assit à la barre des témoins, l'air de la salle d'audience épais d'anticipation. De l'autre côté de l'allée, Zané paraissait plus mince, vidée. Nadia, en liberté sous caution, était assise séparément. Des flashs de caméra crépitaient sporadiquement. Ce procès avait attiré une attention médiatique considérable en raison des circonstances bizarres. Une explosion, un homme présumé mort revenant pour faire face à la justice, et des comptes offshore secrets. Quand ce fut au tour d'Amara de parler, elle se souvint de chaque détail de son chagrin, de chaque appel suspect, de chaque élément de preuve. Elle raconta la découverte du journal de Zané et l'opération d'infiltration qu'il avait finalement attrapé. En parlant, elle ne jeta qu'un seul regard à Zané. Il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Les avocats de la défense tentèrent de dépeindre Zané comme une victime de conspiration d'entreprise, soulignant que des personnages dangereux l'avaient forcé à fuir. Mais la montagne de preuves était accablante, et le témoignage d'Amara porta le coup de grâce final. Après des heures de plaidoirie, le juge suspendit l'audience. En quittant la barre, Amara frôla brièvement Zané. Il murmura son nom, la voix brisée, mais elle continua son chemin. Aucun mot ne pouvait combler ce gouffre maintenant. Dans la foulée, Amara se sentit épuisée mais étrangement libérée. Pendant 3 ans, elle avait vécu dans l'ombre du deuil, s'accrochant au souvenir d'un fiancé qui n'était jamais vraiment parti. Maintenant, la vérité était révélée. Elle était libre de reconstruire sa vie. Motivée par sa propre expérience poignante, elle créa une fondation visant à aider les femmes à se remettre de la manipulation émotionnelle et financière. Elle la nomma la Fondation Phoenix, symbolisant la renaissance de ses cendres. Shemika la rejoignit en tant que conseillère juridique de l'organisation, tandis que Théo promit son soutien en enseignant des séminaires d'autoprotection et de sensibilisation pour les personnes vulnérables. La nouvelle se répandit et les dons affluèrent. Amara mit toute son âme dans la mission de la Fondation. Elle prit la parole dans des centres communautaires et des universités, partageant son histoire, comment elle avait cru son fiancé mort, pour découvrir qu'il avait mis en scène sa propre disparition. Les gens étaient fascinés par sa résilience, et beaucoup trouvèrent le courage de chercher de l'aide pour leurs propres relations toxiques ou pièges financiers. Pendant ces mois intenses de construction de la Fondation, Amara réalisa progressivement qu'elle avait trouvé une vocation qui transcendait sa douleur personnelle. Elle transformait son chagrin en une force pour le bien. Cette connaissance lui apporta un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps.
Ayant besoin d'espace pour guérir et réfléchir, Amara se rendit au Ghana, la terre ancestrale de Zané, un endroit dont il avait toujours parlé avec affection. Elle voulait réconcilier ses propres sentiments sur la terre où certains de ses rêves avaient pris racine. En descendant de l'avion à Accra, l'air chaud et humide l'enveloppa. Elle passa sa première semaine à explorer les marchés animés, à goûter les plats locaux et à s'asseoir tranquillement dans les églises et les centres culturels. Elle visita le château de Cape Coast et ressentit un profond sens de l'histoire, pensant aux couches de douleur et de résilience tissées dans la terre. Un après-midi, elle fit du bénévolat dans un refuge pour enfants local. Elle distribua des fournitures scolaires, joua à des jeux et se retrouva à rire librement pour la première fois depuis des lustres. En sortant, elle heurta un autre bénévole, Kofi, qui portait une boîte de vêtements donnés. Il faillit la laisser tomber mais réussit un sourire maladroit. Désolé, s'exclama Amara en se penchant pour l'aider. Ils rirent tous les deux de la quasi-catastrophe. Kofi avait un comportement chaleureux et ouvert. Ils entamèrent une conversation sur les besoins du refuge, ce qui les mena à un dîner improvisé dans un restaurant voisin. Autour d'assiettes de astérisque wacky astérisque savoureux, Kofi écouta son histoire avec compassion, sans jamais l'interrompre alors qu'elle partageait les grandes lignes de son chagrin. Il ne recula pas ni ne la jugea. Au lieu de cela, il offrit une présence douce qui lui fit réaliser que tous les hommes n'étaient pas destinés à trahir. Pendant ces semaines au Ghana, Amara et Kofi passèrent plus de temps ensemble, explorant les galeries d'art locales et les réserves naturelles. Elle sentit une agitation de possibilités, le sentiment que peut-être, juste peut-être, sa capacité à faire confiance et à aimer à nouveau n'était pas irrévocablement détruite. Un an plus tard, Amara se retrouva dans le parc de la ville où elle avait repéré Zané pour la première fois tenant le bébé. Le soleil projetait des motifs lumineux sur l'herbe, et la même fontaine ludique scintillait au loin. Cette fois, cependant, Amara n'était pas hantée par le souvenir d'un amour perdu. Elle avait bouclé la boucle, du chagrin de la fausse mort de Zané à l'autonomisation de la découverte de la vérité, du témoignage au tribunal à la création de sa propre fondation. Sa vie, autrefois alourdie par le deuil, débordait maintenant d'un nouveau sentiment d'espoir et de but. Elle se promena dans le parc, s'arrêtant pour regarder les familles jouer. Un souvenir fulgurant, sa course effrénée, le moment dévastateur où Zané avait disparu. Mais la piqûre de ce souvenir s'était émoussée. Elle ferma brièvement les yeux, inspira le doux parfum des fleurs en pleine floraison et laissa le passé s'installer là où il devait être, derrière elle. Un instant plus tard, son téléphone vibra. C'était Kofi, qui appelait pour confirmer les détails d'un événement de collecte de fonds qu'il co-organisait. Amara répondit, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Elle ne savait pas exactement où la vie l'amènerait, mais elle se sentait plus certaine de sa propre force que jamais. « Salut », dit-elle au téléphone. « Je termine ici. » « Oui, dans ce même parc. »« Et tu sais quoi ?» Elle regarda autour d'elle, la brise jouant avec ses cheveux. « Je vais bien. » Son sourire s'élargit, authentique et libre. D'un dernier regard à la fontaine, elle se tourna et s'éloigna, le pas léger. La bague à son doigt avait disparu, elle avait choisi de la laisser partir, mais la leçon qu'elle portait dans son cœur demeurait. Elle avait survécu à la perte et à la trahison, et maintenant elle se tenait debout, intacte, prête à embrasser une nouvelle vie. Dans les mois qui suivirent, Zané fut reconnu coupable de multiples chefs d'accusation de fraude et de complot. La coopération de Nadia réduisit sa peine, mais elle fit tout de même face à des répercussions légales. Leur enfant grandirait en connaissant un jour la vérité, bien qu'il ne soit pas clair quel rôle Zané continuerait à jouer derrière les barreaux. Amara poursuivit son travail avec la Fondation Phoenix, touchant plus de femmes qui avaient besoin d'une voix, d'une ressource, d'un refuge. Elle s'accrochait à la conviction que, peu importe à quel point les circonstances deviennent sombres, il existe un chemin vers le renouveau et l'autonomisation. Son parcours, semé de pertes, de trahisons, de chagrins et de rédemption finale, témoignait que l'espoir peut s'épanouir même dans les épreuves les plus sombres. Debout dans ce parc un an après sa découverte choquante, son cœur n'était plus chargé des illusions du passé. Elle avait trouvé la résilience pour avancer, toujours plus forte, toujours plus courageuse, sachant que sa valeur n'était pas définie par les choix de quelqu'un d'autre. Et avec cette force retrouvée, elle était prête à affronter tout ce qui l'attendait, une survivante renaissant des cendres du chagrin. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis de vous lire,
Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.